Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter les différents types de procédés de la cuisine moléculaire. Cette dernière est une technique prenant forme peu à peu dans notre société et qui pourrait donc bien dans le futur s'imposer dans le domaine de la cuisine. Ainsi, il est important pour vous, les apprentis cuisiniers, d'en connaître les caractéristiques. Dans ce contexte, nous allons répondre dans cette vidéo à la question suivante. Comment la cuisine moléculaire permet-elle de modifier l'apparence des aliments ? Aujourd'hui, nous allons prendre comme ingrédient le chocolat et réaliser à partir de celui-ci une gélification, une émulsion et une sphérification. Pour ma part, j'ai décidé de cuisiner moléculairement le chocolat grâce à une émulsion. L'émulsion est un phénomène chimique qui vise à mélanger deux produits non miscibles, c'est-à-dire deux produits qui normalement ne se mélangent pas. Cela produit une texture aérienne. Pour réaliser une émulsion, il nous faut un émulsifiant qui aura comme rôle de lier les molécules entre elles et créer la texture légère. Pour cette recette, cet émulsifiant sera contenu dans le chocolat. En effet, le chocolat est d'abord constitué de cacao, mais surtout d'huile et d'un tensioactif qui est la lécithine. Je vais donc réaliser une mousse au chocolat, avec comme ingrédient seulement du chocolat et de l'eau. Nous avons donc besoin de 250 g de chocolat noir. Il faut donc casser ce chocolat en plusieurs morceaux. La lécithine citée précédemment est donc l'émulsifiant contenu dans le chocolat qui est nécessaire à l'émulsion. Celui-ci va lier les molécules entre elles et créer l'aspect éthéré. Sans cet émulsifiant, l'émulsion serait due au mélange, et la texture aérienne ne serait pas permanente et retomberait. Dans le chocolat, on trouve du beurre de cacao. C'est donc cette huile qui va permettre de réaliser une émulsion. En effet, l'émulsion se réalise entre l'eau et l'huile. On réunit donc maintenant le chocolat et l'eau. L'objectif maintenant est donc de faire fondre le chocolat avec l'eau afin que ces derniers se mélangent et créent donc ce qu'on peut appeler une émulsion. Mais l'aspect aérien n'est pas encore visible à l'œil nu. L'émulsifiant, ici la lécithine, est une molécule constituée de deux parties, une queue lipophile et une tête hydrophile. La partie lipophile, elle, peut se lier à l'huile. On l'appelle aussi hydrophobe. Et la partie hydrophile, elle, se lie à l'eau. Ces molécules réunies forment ce que l'on appelle des micelles. C'est donc ces micelles qui permettent à l'eau et à l'huile de rester mélangées malgré leurs propriétés naturelles. Pour incorporer l'air dans l'émulsion au chocolat, il est nécessaire de placer l'émulsion du chocolat et de l'eau dans un bol d'eau froide. Cela va cristalliser la matière grasse et donc cela va permettre à l'air de se stabiliser dans la masse. L'objectif, à l'aide du batteur, est d'incorporer l'air dans l'émulsion afin de lui donner sa texture aérienne recherchée. Il faut réussir à faire entrer un maximum de bulles d'air et cela peut prendre quelques minutes. Dans mon cas, j'ai choisi de cuisiner des spaghettis au chocolat grâce à la gélification. Pour faire nos spaghettis au chocolat, il nous faut un sachet de 2 g d'agar-agar, 65 g de chocolat blanc, 20 cl d'eau, 7 cl de rhum coco, 25 g de sucre. La partie gélification est la plus ancienne technique à être utilisée au quotidien et souvent la plus connue. Je vais vous expliquer en quoi elle consiste. La gélification est donc une méthode de cuisine qui résulte à transformer un liquide en forme de gel. Ce phénomène est possible grâce à des protéines qui vont enfermer le liquide pour le rendre gélatineux. Ces protéines sont utilisées ici comme gélifiants. Elles sont souvent d'origine végétale mais peuvent être également d'origine animale. Dans un premier temps, on va faire fondre notre chocolat au bain-marie. Pendant ce temps, nous mélangeons l'agar-agar au sucre, on disperse cela dans l'eau et l'alcool, on remue, puis on met le tout 1 minute à ébullition en remuant. Pour ce qui est de l'agar-agar, il s'agit d'un gélifiant extrait d'algues rouges. Il a comme propriété de former un gel spontané et réversible, grâce à l'hydrophobe. L'hydrophobe se place de façon parallèle vers l'intérieur des molécules et cherche à expulser l'eau. Lorsque ces molécules se rapprochent, des liaisons hydrogènes vont se créer. Après cette minute d'attente, on verse le chocolat fondu dans notre mixture en mélangeant. A l'aide d'une seringue, on prélève le mélange, on l'insère dans le tuyau, puis on laisse refroidir pendant 2 minutes. La troisième recette est un caviar de chocolat. Pour commencer, les ingrédients nécessaires à cette recette sont 2 g d'agar-agar, 250 g d'eau, 30 g de cacao, 50 g de sucre semoule et de l'huile de tournesol. Cette recette utilise la sphérification qui est une technique qui consiste à transformer un liquide ou un aliment sous forme liquide en forme de sphère. Donc c'est un procédé de gélification qui se réalise sur l'enveloppe extérieure uniquement de l'ingrédient.
Il existe deux types de sphérification, la sphérification basique et la sphérification inverse. La basique s'effectue sur un aliment ne contenant pas de calcium. On plonge l'ingrédient auquel on a ajouté du chlorure de calcium auparavant dans un bain d'alginate de sodium. Ainsi, une fine couche de gel se forme et s'épaissit vers l'intérieur de l'ingrédient. Une réaction chimique va ainsi avoir lieu et on pourra alors obtenir des perles ou toute autre forme attendue grâce à ce procédé de cuisine moléculaire. Cette technique est aussi réalisable avec de l'agar-agar, comme dans cette vidéo où l'on réalise une sphérification basique car le chocolat ne contient pas de calcium. Tout d'abord, il suffit de mettre dans la casserole l'eau, le sucre, le cacao et l'agar-agar. Ensuite, on met sur le feu et on mélange. La préparation doit atteindre 90 degrés car l'agar-agar s'utilise à chaud puisqu'il se gélifie en refroidissant. Il existe également la sphérification inverse. Pour celle-ci, il faut un ingrédient contenant déjà le calcium nécessaire. La différence avec la sphérification basique est qu'ici, la fine couche de gel s'épaissit vers l'extérieur et non vers l'intérieur, car le calcium est déjà contenu dans l'ingrédient en question. Quand on arrive à la bonne température, on plonge la casserole dans un récipient plein d'eau froide pour que le mélange perde environ 20 degrés, afin que l'agar-agar se gélifie. Puis, on verse dans un grand verre de l'huile jusqu'à la moitié de celui-ci environ. Enfin, on absorbe le mélange au chocolat avec la seringue, puis on verse des petites billes dans l'huile. Le caviar se formera grâce à la différence de température entre l'huile et l'agar-agar. En effet, l'huile étant nettement plus froide, la gélification liée à l'agar-agar est instantanée. On rince par la suite des billes contenues dans l'huile avec de l'eau. La cuisine moléculaire est une branche particulière de la science des aliments. La gastronomie moléculaire a un intérêt industriel par rapport à la commercialisation des plats préparés et de l'agroalimentaire. Prenons l'exemple de l'œuf. Chacun sait que l'œuf peut être à l'origine d'intoxications alimentaires à la salmonella. L'OMS indique qu'en Europe, la consommation d'œufs infectés, crus ou mal cuits, est responsable de 40% des cas de la salmonellose. Les risques de contamination semblent donc assez importants. Dans ce cas, la cuisine moléculaire est appliquée pour assurer la salubrité des produits de l'industrie agroalimentaire. D'autre part, certaines protéines alimentaires ont des propriétés allergisantes. Il est donc indispensable de pouvoir substituer certains aliments dans des recettes. Par exemple, l'œuf est un aliment intéressant au niveau psychochimique. Il présente un pouvoir émulsifiant, moussant et coagulant. Dans la préparation d'un flan, l'œuf est un coagulant qui peut être remplacé par de l'agar-agar, substance mucilagineuse extraite de certaines algues rouges, car elle présente des propriétés comparables. La cuisine moléculaire permet de chercher des substituts adéquats à partir de l'étude des propriétés psychochimiques des aliments. Enfin, la gastronomie moléculaire peut être un véritable apport positif dans le domaine de la diététique. En effet, elle peut engendrer des pertes de poids chez des individus, puisqu'elle est moins calorique que la cuisine traditionnelle. Mais en revanche, elle apporte également moins d'apports nutritionnels. C'est ainsi que certaines personnes réussissent à limiter l'ingérence de calories, protéines, lipides ou glucides qui en trop grosse quantité sont à l'origine de l'obésité. En conclusion, la cuisine moléculaire permet de modifier l'apparence des aliments grâce à différents procédés tels que la sphérification, la gélification et l'émulsion. Mais il existe également d'autres types comme la mousse ou le soufflage. Certes, la cuisine moléculaire contient des apports positifs, comme par exemple pour la diététique avec des possibilités de perte de poids, et l'enjeu esthétique qui, sortant de l'ordinaire, attire l'œil. Mais de nombreux points négatifs sont également à relever. Premièrement, l'enjeu économique, car à long terme, ces techniques peuvent devenir coûteuses. Ensuite, les effets sur la santé qu'elles peuvent avoir et la manipulation de l'azote liquide qui est dangereux. Et enfin, la difficulté à s'en procurer des ingrédients et le matériel nécessaire à la cuisine moléculaire qui n'est pas encore réellement développée dans notre société. On peut alors se demander, la cuisine moléculaire est-elle véritablement une perspective de révolution pour la cuisine de nos jours, encore traditionnelle ?